J'ai toujours su que dans ma famille, il y avait deux types d'enfants, ceux qui comptaient et ceux qui existaient simplement. Ma sœur aînée, Isabelle, appartenait à la première catégorie. Moi, en revanche, j'étais invisible jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelqu'un à critiquer. J'ai grandi en entendant les mêmes phrases encore et encore, comme un disque rayé qui ne cessait jamais de tourner. Isabelle est l'intelligente de la famille, disait ma mère chaque fois que quelqu'un nous posait des questions. Sophie est... Sophie a d'autres qualités. Elle ne précisait jamais quelles étaient ces autres qualités, probablement parce qu'elles n'existaient pas dans leur imagination. Pour eux, j'étais la fille qui réussissait à peine ses cours, celle qui n'avait pas d'avenir académique, celle qui aurait de la chance si elle trouvait du travail dans un magasin local. Isabelle, par contre, était leur fierté et leur joie. Depuis petite, elle avait été l'étoile, médaille dans les compétitions de mathématiques, prix scientifiques, reconnaissance lors de chaque cérémonie scolaire. Mes parents conservaient chacun de ces certificats dans des cadres dorés qui décoraient tout le salon. De mes accomplissements, il n'y avait pas une seule photo. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que j'avais appris à être invisible pour une raison. Pendant qu'ils célébraient chaque petite réussite d'Isabelle, j'étudiais en silence dans ma chambre, porte fermée et écouteurs sur les oreilles pour ne pas entendre leur rire dans le salon. Pendant qu'Isabelle profitait de tuteurs privés payés par mes parents, je restais éveillée jusqu'à 3 heures du matin en regardant des vidéos éducatives gratuites sur Internet et en résolvant des problèmes de calcul dans des cahiers que je cachais sous mon lit. Personne ne demandait ce que je faisais enfermée pendant tant d'heures. Ils supposaient que je perdais mon temps sur les réseaux sociaux ou en regardant des séries. La vérité était beaucoup plus intéressante. Durant les 2 dernières années de lycée, j'avais construit un dossier académique qui rivalisait avec celui de n'importe quel étudiant d'élite du pays. Ma moyenne était parfaite, 20 sur 20 dans chaque matière. J'avais passé l'examen SAT 2 fois jusqu'à obtenir un score de 1580 points sur 1600. J'avais participé à des compétitions nationales de sciences sous le nom de mon école, pas celui de ma famille, remportant 3 premières places que je n'ai jamais mentionnées à la maison. J'avais postulé dans 12 universités, toutes des institutions prestigieuses que mes parents considéraient comme étant hors de ma portée. Mais ce qui allait vraiment tout changer était sur le point d'arriver. Un après-midi de mars, pendant que ma famille célébrait qu'Isabelle avait été acceptée à l'université d'État avec une petite bourse de 5 000 € par an, j'ai reçu un courriel sur mon téléphone. L'objet disait « Félicitations du comité d'admission de l'université de Stanford ». Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Je l'ai ouvert avec le cœur battant la chamade, espérant que ce ne soit pas du spam ou une erreur. Ce n'en était pas une. « Chère Sophie Dubois », commençait la lettre, « c'est avec grand plaisir que nous vous informons que vous avez été sélectionnée pour recevoir la bourse complète Knight & NSC Scholars d'une valeur de 280 000 $ couvrant les frais de scolarité, le logement, la nourriture et les dépenses personnelles pendant 4 ans. Votre dossier académique exceptionnel et votre essai sur la persévérance silencieuse nous ont profondément impressionnés. Bienvenue à Stanford. J'ai lu ces mots 5 fois avant de me permettre d'y croire. Stanford, une bourse complète, 280 000 $. Tout ce dont j'avais rêvé pendant ces nuits d'études solitaires devenait réalité. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu ma famille embrassant Isabelle, mon père débouchant du champagne Bonchard pour célébrer sa bourse de 5 000 € par an. J'ai rangé mon téléphone dans ma poche et j'ai souri comme si rien ne s'était passé. Ce n'était pas encore le moment de révéler mon secret. Durant les semaines suivantes, les acceptations continuèrent à arriver. Le MIT m'offrit 120 000 $ en bourse renouvelable. Yale m'acceptait avec un financement complet basé sur les besoins. Princeton m'invitait à son programme de recherche avec une allocation mensuelle de 2 000 $. Chaque courriel qui arrivait était une autre confirmation que mon effort avait valu la peine, que je n'étais pas l'étudiante médiocre que ma famille croyait que j'étais. J'ai imprimé chaque lettre d'acceptation et les rangeais dans un classeur bleu que j'ai caché au fond de mon armoire avec mes cahiers d'études et mes certificats de compétition. Je savais qu'éventuellement je devrais leur dire la vérité, mais chaque fois que j'essayais de trouver le bon moment, quelque chose me retenait. C'était peut-être la peur de leur réaction, ou peut-être qu'une partie de moi appréciait le secret, de savoir que j'avais dépassé toutes leurs attentes sans leur soutien ni leur reconnaissance. De plus j'attendais, plus la situation devenait intéressante. Mes parents ont commencé à me presser d'être réaliste avec mes options universitaires. « Sophie, chérie », m'a dit ma mère un après-midi pendant qu'elle préparait le dîner. J'étais à la table de la cuisine, supposément en train de faire mes devoirs, mais en réalité en train de lire un courriel du doyen de Stanford m'invitant à un événement exclusif pour les boursiers. « Tu pourrais travailler à temps partiel pendant tes études, comme ça tu ne serais pas un fardeau financier pour nous, comme c'est le cas de maintenir Isabelle à l'université. »
Cette dernière phrase a fait plus mal que je ne l'attendais. Isabelle, avec sa bourse de 5 000 € par an, leur coûtait environ 20 000 € par an en frais de scolarité, logement et dépenses. Moi, avec ma bourse complète de 280 000 $, ne leur coûterait absolument rien. Mais ils ne le savaient pas, et je n'étais pas prête à leur dire encore. La situation a rapidement escaladé après cela. Mon père a commencé à laisser des brochures d'école technique dans ma chambre avec des programmes d'assistante dentaire et de technicienne informatique soulignés au marqueur jaune. Ma mère m'a inscrite à une visite guidée de l'université communautaire sans me demander. Isabelle, qui était rentrée à la maison pour le week-end, m'a donné une discussion de motivation sur comment tout le monde n'est pas né pour être académique et qu'il n'y a pas de honte à suivre un chemin plus pratique. Nous ne sommes pas toutes faites pour être de vraies étudiantes universitaires, m'a-t-elle dit, assise sur mon lit pendant que j'organisais mes livres. Ses yeux ont parcouru mes étagères remplies de textes de physique quantique, de littérature classique et de philosophie que j'avais achetés avec l'argent que je gagnais en donnant des cours particuliers en secret. Elle a probablement pensé que c'était de la décoration. J'ai eu la chance d'hériter des gènes intelligents de la famille, mais tu as d'autres forces, j'en suis sûre. Comme quoi ? Ai-je demandé, génuinement curieuse de savoir quelle force elle pensait que j'avais. Elle est restée silencieuse pendant un moment, clairement sans avoir de réponse préparée. Eh bien, tu es persévérante et silencieuse. C'est utile dans certains emplois. Persévérante et silencieuse, c'étaient les qualités que ma propre sœur pouvait identifier en moi. Elle n'a pas mentionné que j'avais gagné la première place à l'Olympiade nationale de chimie, ou que j'avais publié un essai dans une revue académique pour jeunes, ou que j'avais été sélectionnée comme finaliste du prix national au mérite. Bien sûr, elle ne savait rien de tout cela parce que je n'en avais jamais parlé à personne dans ma famille. Ce que ma famille ne savait pas non plus, c'est que chaque rejet silencieux, chaque commentaire condescendant, chaque comparaison défavorable avec Isabelle alimentait ma détermination. Pendant qu'ils me voyaient comme une étudiante médiocre destinée à une vie ordinaire, je construisais un avenir extraordinaire, brique par brique, nuit après nuit, dans le silence de ma chambre. Le point de rupture est arrivé en mai, juste 2 semaines avant mon diplôme de lycée. Ma famille a organisé un dîner spécial pour célébrer qu'Isabelle avait terminé sa première année universitaire avec une moyenne de 15 sur 20. Ils ont invité toute la famille élargie, oncles, cousins, grands-parents. La maison était pleine de gens félicitant Isabelle, lui posant des questions sur ses cours, admirant ses notes que ma mère avait imprimées et plastifiées. J'étais dans la cuisine en train d'aider à servir la nourriture quand j'ai entendu ma grand-mère demander à ma mère à mon sujet. « Et Sophie, ira-t-elle aussi à l'université ?» Le rire de ma mère résonne encore dans mes oreilles. « Oh maman, Sophie n'est pas comme Isabelle. Elle va rester ici, peut-être suivre quelques cours à l'école communautaire, mais nous n'avons pas de grandes attentes. Tu sais comment elle est, elle n'a jamais été très académique. » « C'est dommage, » a répondu ma grand-mère avec un soupir. « Mais bon, tous les enfants ne peuvent pas réussir. Au moins tu as une fille intelligente. » Je suis restée paralysée avec une assiette de salade dans les mains, sentant l'humiliation me brûler la gorge. Elle parlait de moi comme si j'étais une déception, une perte, alors qu'à quelques mètres de là, dans mon sac à dos que j'avais laissé dans l'entrée, je portais une lettre du recteur de Stanford me félicitant d'avoir été nommée l'une des 10 meilleures étudiantes acceptées cette année dans tout le pays. Mais le pire était encore à venir. Après le dîner, quand tout le monde était dans le salon en train de prendre du café et de dessert, mon père a demandé l'attention en tapant sa tasse avec une cuillère. « Famille, nous avons une annonce importante à faire, » dit-il, se levant avec ma mère à ses côtés. Isabelle m'a regardée depuis le canapé avec un sourire confus, clairement aussi surprise que moi de cette annonce improvisée. Comme vous le savez, a continué mon père, maintenir Isabelle à l'université a été un défi financier. Son éducation est un investissement dans l'avenir de cette famille et nous sommes fiers de faire ce sacrifice. Cependant, la réalité est que nous ne pouvons pas maintenir 2 filles à l'université en même temps. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Où voulait-il en venir ? Par conséquent, a dit ma mère, prenant le bras de mon père, nous avons pris une décision difficile mais nécessaire. Nous avons décidé que Sophie n'ira pas à l'université l'an prochain. À sa place, elle travaillera à temps plein et contribuera aux dépenses de l'éducation d'Isabelle. C'est ce qu'il y a de mieux pour la famille et nous sommes sûrs que Sophie comprend que c'est la bonne voie. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tous les regards se sont tournés vers moi, attendant ma réaction. J'ai vu de la compassion dans les yeux de certains oncles, de l'approbation chez d'autres et une satisfaction à peine cachée sur le visage d'Isabelle.
Mes parents me regardaient avec cette expression que je connaissais si bien, celle qui disait qu'ils attendaient ma soumission, ma disposition à me sacrifier pour la fille qui comptait vraiment. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Ce n'était pas de la rage que j'ai ressentie, bien qu'il y en ait certainement. C'était plutôt une clarté cristalline, une compréhension parfaite que c'était le moment que j'avais attendu, le moment pour lequel je m'étais préparée sans le savoir pendant des années d'invisibilité et d'études secrètes. En fait, ai-je dit, ma voix sortant plus calme que je ne l'attendais, j'ai aussi une annonce à faire. Ma mère m'a lancé un regard d'avertissement. « Sophie, ce n'est pas le moment, nous pouvons parler de tes sentiments plus tard. » « Non, ai-je répondu, me levant. Je pense que maintenant est exactement le moment parfait. Je me suis dirigée vers l'entrée où j'avais laissé mon sac à dos, consciente que tous les yeux me suivaient. Mes mains ne tremblaient pas quand j'ai sorti le classeur bleu que j'avais gardé pendant des mois. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à sortir les lettres, une par une, les plaçant sur la table basse devant toute ma famille. Ceci, ai-je dit, tenant le premier document, est ma lettre d'acceptation à l'université de Stanford, où j'ai été acceptée dans le programme d'ingénierie biomédicale. Celle-ci est mon offre de bourse complète Knight Hennessy Scholars d'une valeur de 280 000 $, couvrant 100% de toutes mes dépenses pendant 4 ans. Les visages autour du salon sont passés de la confusion au choc. Ma mère avait laissé sa tasse de café, mais elle ne semblait pas le remarquer. Celle-ci, ai-je continué, savourant chaque seconde, est mon acceptation à l'Institut de technologie du Massachusetts avec une bourse de recherche de 120 000 $. Celle-ci vient de Yale, m'offrant un financement complet plus une allocation mensuelle de 1 200 $ pour les dépenses personnelles. Et celle-ci, ma préférée personnelle, vient de Princeton, où j'ai été invitée à rejoindre leur programme d'honneur avec un logement prioritaire et un accès exclusif au laboratoire de recherche. J'ai placé document après document sur la table, mon certificat de finaliste du prix national au mérite, ma lettre de félicitations du gouverneur pour mes scores parfaits aux examens d'État, mes 3 médailles d'or des Olympiades nationales de sciences, ma publication dans la revue des jeunes scientifiques et finalement la pièce de résistance, une lettre du doyen de Stanford me félicitant personnellement et me décrivant comme l'un des esprits les plus brillants de sa génération. J'ai aussi ici, ai-je dit, sortant une autre enveloppe, mon rapport de score du SAT, 1580 sur 1600. Pour le contexte, le score moyen pour l'admission à Stanford est 1450 et celui d'Isabelle dans son application à l'université d'État était de 1200. Isabelle s'est levée brusquement, son visage rouge d'embarras et de rage. « Comment oses-tu »« Quoi » l'ai-je interrompu, ma voix toujours calme mais ferme. Démontrer que je ne suis pas la fille stupide que tout le monde supposait que j'étais ? Prouver que pendant que vous m'ignoriez et me sous-estimiez, je travaillais plus dur que quiconque dans cette famille ? Mon père a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle sonnait étranglée. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout ça ?» J'ai ri, un rire sans humour qui m'a surprise moi-même. Pourquoi l'aurais-je fait ? Pendant des années, mon éducation vous importait si peu que vous n'avez jamais demandé mes notes, vous n'avez jamais assisté à une seule réunion de parents avec moi, vous n'avez jamais remarqué les certificats d'honneur qui arrivaient par la poste et que je devais signer moi-même parce que vous n'étiez pas intéressé. Vous avez supposé que j'étais médiocre et je vous ai laissé le croire. Mais, Sophie, a tenté ma mère, ses yeux remplis de larmes qui ne m'ont pas émue du tout. Nous sommes ta famille, tu aurais dû nous le dire, nous sommes si fiers de toi. Fiers ? Ai-je répété, et cette fois la colère a coloré ma voix. « 10 minutes, vous annonciez que vous aviez décidé de mon avenir sans me consulter. Il y a 1 heure, grand-mère a dit que c'était dommage que je ne réussisse pas. Il y a 1 mois, maman, tu m'as dit que l'université communautaire était plus adaptée à mon niveau académique. Exactement quand avez-vous décidé d'être fier de moi ? Quand avez-vous vu la preuve que je pourrais vous être utile ?» Personne n'a répondu. Le salon était complètement silencieux, sauf le tic-tac de l'horloge murale. Pour que ce soit clair, ai-je dit, ramassant mes documents de la table, je n'ai ni besoin ni veux votre soutien financier. Je n'ai ni besoin ni veux votre approbation tardive. J'ai été acceptée dans 5 des 10 meilleures universités du pays, toutes avec des bourses complètes. Je reçois de l'argent pour aller à l'université, je n'en dépense pas. Le mois prochain, je me déplacerai en Californie pour commencer un programme d'été à Stanford et je ne m'attends pas à ce que qu'un de vous m'aide à faire mes valises, me conduise à l'aéroport ou même assiste à ma remise de diplôme de lycée la semaine prochaine. « Sophie, tu es dramatique », a tenté Isabelle, retrouvant un peu de contenance.
Évidemment, nous sommes heureux pour toi, mais tu n'as pas besoin de transformer ça en attaque contre toute la famille. Je l'ai regardée directement, cette sœur qui avait profité d'années d'attention, de ressources et d'amour qui m'avaient été refusées, et j'ai ressenti quelque chose proche de pitié. Isabelle, tu as obtenu une moyenne de 15 sur 20 pendant ta première année universitaire, avec des tuteurs payés, sans travail à temps partiel et avec tout le soutien émotionnel et financier de notre famille. J'ai obtenu une moyenne parfaite de 20 sur 20 pendant tout le lycée, en travaillant 20 heures par semaine en donnant des cours particuliers, en étudiant en secret et en supportant constamment des commentaires sur mon prétendu manque d'intelligence. Ce n'est pas une attaque, c'est simplement la vérité. Je me suis dirigée vers les escaliers avec mon classeur sous la bras, mais je me suis arrêtée et me suis retournée une dernière fois. Ah, et pour répondre à ta question, papa, sur la raison pour laquelle je ne vous ai rien dit, je voulais voir combien de temps il vous faudrait pour vous en rendre compte par vous-même, pour me poser des questions sur mes projets, pour montrer ne serait-ce qu'un minimum d'intérêt pour ma vie au-delà de vous assurer que je ne vous causais pas de problème. La réponse est que vous ne l'avez jamais fait. Pas une seule fois en 4 années de lycée, vous ne m'avez demandé mes rêves, mes objectifs ou mes aspirations. Alors j'ai décidé de les réaliser sans vous. Je suis montée dans ma chambre pendant que derrière moi le chaos éclatait. Voix élevée, récriminations, le son d'Isabelle pleurant et ma mère essayant de la calmer. J'ai fermé la porte et je me suis assise sur mon lit, me permettant finalement de ressentir le poids de ce que je venais de faire. Mes mains tremblaient maintenant, l'adrénaline du moment s'estompant et laissant un mélange étrange de soulagement et de tristesse. J'ai regardé autour de ma chambre, les livres que j'avais lus en cachette, les cahiers remplis de notes d'études, les posters d'université que j'avais accrochés à l'intérieur de mon armoire pour ne pas avoir à expliquer à personne pourquoi je rêvais d'endroits qui étaient supposément hors de ma portée. Tout avait été une préparation pour ce moment, pour la liberté qui s'étendait maintenant devant moi comme un chemin fraîchement pavé. Mon téléphone a vibré. C'était un message de ma conseillère universitaire, Madame Rousseau, la seule personne dans ma vie qui avait connu mon secret et m'avait aidée avec les candidatures. « Tu leur as dit ?» demandait le message. « Je viens de le faire », ai-je répondu. C'était aussi satisfaisant et douloureux que je l'attendais. « Je suis fière de toi, Sophie. Rappelle-toi, leur incapacité à voir ta valeur n'a jamais été le reflet de ton véritable potentiel. Stanford a de la chance de t'avoir. » Ces mots simples m'ont finalement fait pleurer, des larmes que j'avais retenues pendant des années d'invisibilité, de sous-estimation, d'oubli. J'ai pleuré pour la petite fille qui étudiait seule dans sa chambre pendant que sa famille célébrait les accomplissements médiocres de sa sœur. J'ai pleuré pour tous les moments où j'ai douté de moi-même, me demandant si peut-être ma famille avait raison et j'étais vraiment aussi ordinaire qu'ils le croyaient. J'ai pleuré pour la fille que je ne serai jamais, celle qui avait besoin d'approbation et d'amour inconditionnel de ses parents. Mais j'ai aussi souri, parce que pour la première fois de ma vie, je me sentais libre, libre de leurs faibles attentes, libre de comparaisons injustes, libre de prétendre être moins que ce que j'étais pour ne pas menacer l'ego fragile d'une famille qui avait besoin d'un bouc émissaire pour se sentir mieux. Les 2 semaines suivantes ont été tendues et étranges. Mes parents ont essayé de me parler plusieurs fois, oscillant entre des tentatives maladroites d'excuses et des défenses de leur comportement. « Nous étions juste réalistes », disait mon père. « Nous ne voulions pas que tu sois déçu en visant trop haut », insistait ma mère. Isabelle s'est enfermée dans sa chambre, supposément offensée que j'ai ruiné son moment spécial avec mes révélations. Personne n'a rementionné l'idée que je travaille pour payer l'université d'Isabelle. Ma remise de diplôme de lycée est arrivée, et fidèle à ma parole, je ne m'attendais pas à ce que ma famille assiste. Mais quand je suis arrivée au stade ce matin-là, je les ai vus assis dans les gradins, mes parents, Isabelle, même quelques oncles. Ils me cherchaient du regard parmi les centaines d'étudiants en toge et toque, avec des expressions qui semblaient être des mélanges de fierté feinte et d'inconfort génuin. Quand ils m'ont appelé sur scène pour recevoir plusieurs reconnaissances spéciales, une mention d'honneur présidentielle pour excellence académique, le prix de l'étudiante la plus distinguée de l'année et une bourse supplémentaire de leadership de 15 000 $ que je n'avais même pas mentionnée à la maison, j'ai entendu ma mère sangloter dans les gradins, mais ses larmes arrivaient trop tard pour m'importer. Après la cérémonie, ils ont essayé de s'approcher avec des caméras et des étreintes, voulant prendre des photos avec moi pendant que je tenais mes certificats. Je les ai arrêtés d'une main levée. « Vous pouvez prendre des photos,
ai-je dit fermement. Mais ne faites pas semblant que ça vous importe maintenant. Ne faites pas semblant que vous avez toujours cru en moi. Ne réécrivez pas l'histoire pour vous sentir mieux sur la façon dont vous m'avez traité. Sophie, s'il te plaît, a supplié mon père. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de génuin dans ses yeux, une honte réelle. Nous nous sommes trompés, nous le savons, mais tu es notre fille et nous voulons te soutenir maintenant. J'aurais adoré votre soutien il y a 4 ans, répondit ma voix, fatiguée plus que fâchée. J'aurais adoré quand je restais éveillée jusqu'à 3 heures du matin en étudiant et que personne ne demandait si j'avais besoin d'aide. J'aurais adoré quand mes certificats d'honneur arrivaient par la poste et que personne ne les regardait 2 fois. Mais je ne l'ai pas eu là, et honnêtement, je n'en ai pas besoin maintenant. 1 mois plus tard, j'étais dans ma chambre de résidence à Stanford, entourée de cartons à déballer et d'une colocataire nommée Amanda qui s'est avérée être aussi passionnée par la science que moi. Mes parents avaient insisté à me conduire à l'aéroport, un geste que j'ai accepté plus pour la logistique que pour le sentimentalisme. L'adieu a été bref et formel, sans longues étreintes et larmes émotionnelles. Ce que j'ai emporté avec moi est une lettre que Madame Rousseau m'avait donnée lors de notre dernier jour de cours. « Ouvre-la quand tu te sens seule ou que tu doutes de toi-même », m'avait dit-elle. Je l'ai ouverte cette première nuit à Stanford, allongée dans mon nouveau lit dans une chambre que je partageais avec une étudiante qui me respectait pour mon esprit, pas pour mon nom de famille. « Chère Sophie », disait la lettre écrite à la main, « pendant les 3 années où tu as été mon étudiante, j'ai observé quelque chose d'extraordinaire. J'ai observé une jeune femme brillante s'épanouir dans le silence, grandir dans l'ombre et bâtir une forteresse de connaissances brique par brique, sans applaudissements ni reconnaissance. Ton histoire n'est pas commune. La plupart des étudiants exceptionnels viennent de familles qui les soutiennent, les poussent, les célèbrent. Tu as poussé toi-même. Ce type de détermination autodidacte est plus rare et plus précieux que n'importe quel avantage que le privilège puisse acheter. Quand tu doutes d'appartenir à Stanford ou à n'importe quelle autre institution prestigieuse, rappelle-toi ceci. Tu es arrivé ici complètement seul. Imagine jusqu'où tu iras maintenant que tu as enfin des ressources, des mentors et une communauté qui reconnaît ta valeur. Le monde est ton histoire, Sophie. Prends-le. J'ai pleuré à nouveau cette nuit-là, mais cette fois, c'était des larmes différentes, des larmes de clôture, d'acceptation, de compréhension que le chapitre douloureux de ma vie était terminé et qu'un nouveau, brillant et plein de possibilités venait à peine de commencer. Ma première année à Stanford a été tout ce dont j'avais rêvé et plus. Je me suis plongée dans mes cours d'ingénierie, je me suis jointe à un laboratoire de recherche où j'ai travaillé sur un projet de prothèse intelligente, je me suis fait des amis qui valorisaient la curiosité intellectuelle autant que moi. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la bizarre pour lire des livres de physique pendant mon temps libre ou pour m'enthousiasmer pour des expériences de chimie. J'étais normale, j'étais appréciée, j'étais vue. Ma famille appelait occasionnellement, des conversations brèves et inconfortables où ma mère demandait sur mes cours et je donnais des réponses générales. Isabelle a quitté l'université d'État après sa 2e année, a dit que ce n'était pas pour elle et a commencé à travailler dans les ventes. Mes parents étaient déçus, mais le cachaient bien. Ils ne l'ont jamais dit directement, mais je pouvais lire entre les lignes. Ils comprenaient finalement l'ironie d'avoir parié sur le mauvais cheval. Je n'ai pas ressenti de satisfaction dans cela. J'ai ressenti une tristesse mélancolique pour les années qui auraient pu être différentes, pour la relation que nous aurions pu avoir s'ils avaient choisi de vraiment me voir. 2 ans plus tard, quand j'ai reçu une offre pour un prestigieux programme de doctorat entièrement financé au MIT, avec une allocation mensuelle de $3 000 et mon propre laboratoire de recherche, j'ai envoyé un courriel à ma famille avec les bonnes nouvelles. Ma mère a répondu « Nous avons toujours su que tu étais spéciale ». Mon père a écrit « Nous sommes très fiers ». Isabelle n'a pas répondu. J'ai supprimé les messages sans répondre, parce que la vérité était qu'ils n'ont jamais su que j'étais spéciale. Ils ont supposé le contraire pendant des années et ont agi en conséquence. Leur fierté maintenant était creuse, basée non pas sur qui j'étais, mais sur ce que j'avais accompli malgré eux. Ce qui m'a finalement donné la paix n'était pas leur reconnaissance tardive ou leur tentative de reconstruire des ponts qu'ils avaient eux-mêmes brûlés. C'était la compréhension que je n'avais pas besoin de leur validation pour connaître ma valeur. J'avais appris la leçon la plus importante que n'importe quel étudiant peut apprendre. La connaissance que tu acquiers dans la solitude, la discipline que tu construis dans l'obscurité,
Les objectifs que tu poursuis quand personne ne regarde, ce sont ceux qui t'appartiennent vraiment. Personne ne peut te les enlever, les minimiser ou réclamer du crédit pour eux. Aujourd'hui, pendant que j'écris ceci depuis mon appartement près du campus du MIT, entouré de livres de recherche et de posters de conférences académiques où j'ai présenté mes études, je peux dire honnêtement que je suis reconnaissante pour mon expérience. Pas reconnaissante pour la douleur ou l'humiliation, mais reconnaissante pour la force qu'elle m'a obligée à développer, pour l'indépendance qu'elle m'a forcée à cultiver, pour la preuve vivante que la valeur humaine n'est pas déterminée par la perception des autres, mais par la vérité de qui nous sommes. S'il y a d'autres filles qui lisent ceci, des filles qui se sentent invisibles dans leur propre famille, qui étudient en secret, qui rêvent d'avenir que d'autres considèrent impossible, je veux que vous sachiez quelque chose. Votre famille peut se tromper sur vous, complètement, douloureusement se tromper. Et c'est correct, parce qu'à la fin de la journée, la seule opinion qui compte vraiment sur votre potentiel est la vôtre. Travaillez dans le silence, construisez dans l'obscurité, et quand le moment viendra, quand vous aurez accumulé assez de preuves de votre propre valeur que même le critique le plus dur ne peut le nier, alors décidez si vous voulez partager votre succès avec ceux qui ont douté de vous. J'ai choisi de révéler ma vérité dans un moment d'hypocrisie maximale de ma famille, quand ils ont essayé de prendre des décisions sur mon avenir comme s'il leur appartenait. C'était satisfaisant, oui, mais c'était aussi douloureux. La validation externe, même quand vous l'obtenez dramatiquement, ne remplit jamais complètement le vide que laissent des années d'être ignorées. Ce qui guérit vraiment ce vide, c'est le travail que vous faites pour vous-même, les objectifs que vous atteignez dans la solitude, la personne que vous devenez quand personne ne regarde, cette personne, celle qui étudie tard, non pas pour la reconnaissance mais pour amour de la connaissance, celle qui se relève après chaque commentaire blessant et décide d'être meilleure quand même, cette personne est incassable. Et cette personne, c'est toi. Ça l'a été toujours.